Salut à tous. En décembre dernier, je vous présentais ce livre, qui est une petite bible de la création vidéo, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'auteur. Salut Ludoc. Salut. Merci d'être venu, bravo pour le livre. Tu commences direct, placement direct. Placement, voilà, c'est trop bien. Comme ça les abonnés sauront de quoi je parle vu que j'avais fait une vidéo dessus. Première question, comment ça s'est passé pour toi le confinement, le Covid? Est-ce que tu as eu des tournages Le premier confinement, comme vraiment tout était bloqué, et aussi les tournages, j'en ai profité pour finir le livre. Mais après, le deuxième et le troisième confinement, c'était plus simple parce qu'on avait quand même le droit de tourner. On avait des protocoles sanitaires assez fous. Enfin, je me faisais tester tous les 3 jours, tout le monde est en masque, etc. Mais ça n'a pas compliqué les tournages. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre En fait, il n'y a pas eu de déclic en mode du jour au lendemain, en mode je veux écrire un livre. J'aime bien dire ça, mais c'est un peu vrai, j'ai une réputation de bidouilleur de l'image, de par ce que j'ai commencé à faire sur YouTube ou avec le Studio Bagel plus récemment, d'arriver à faire des choses un peu ambitieuses, enfin qui semblent ambitieuses à l'image, mais en vrai avec pas grand chose. Et souvent on me demandait un peu mes différentes techniques, et au début j'expliquais les différentes bidouilles de comment tourner une course-poursuite alors qu'on ne roule pas vraiment, comment tourner un plan drone alors qu'on n'a pas de drone et tout. Et je me suis plu à l'exercice, et au fur et à mesure, on m'a proposé de faire des petites masterclass chez YouTube. Il y avait aussi un truc avec Fanta, etc. J'avais, je crois, je m'étais chauffé, j'avais fait un PowerPoint de 200 slides pour ma masterclass chez YouTube, et en la voyant, je me suis dit, mais en fait, 200 slides, ça pourrait faire 200 pages, d'avoir un truc un peu concret, en fait, parce qu'on a beau regarder plein de tutos, et moi le premier sur YouTube, etc., pour apprendre. Un petit livre, quand même, en tournage, c'est que ça reste pratique. Et du coup, je me suis chauffé à ce moment-là, en fait. J'ai vu mon PowerPoint, je me suis dit, putain, ça ferait un bête de livre. Je l'ai proposé, ça s'est fait, etc. Tu as raison, le fait d'avoir tout dans un seul format physique. Quand j'ai parlé de ton livre, j'ai parlé de la bible de la création vidéo, parce que c'est vrai que tout est regroupé, la prise de vue, la lumière, le tournage. C'était l'idée. Moi, je voulais faire le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté. Et il y a des livres sur le montage, il y a des livres sur la lumière, sur le son, sur la réal, mais il n'y a pas un truc un peu condensé avec le tout. Et puis il y a souvent beaucoup de livres qui sont très théoriques, et moi je voulais avoir un truc vraiment très pratique, très visuel, et puis de me dire, voilà, tu as tout en un seul livre, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend aussi, enfin maintenant la plupart de notre génération, on apprend à tout faire en fait. Ouais. Enfin, moi au début j'ai appris à prendre le son, à faire des effets, à faire du montage, à tout faire. Et... Tu disais que c'est un livre que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière, et est-ce que tu peux nous dire comment j'ai commencé, quand tu as commencé, et pourquoi tu as voulu faire de la vidéo? Pour aller très loin, au début je lisais beaucoup. J'adorais lire des histoires, c'était même à l'époque où, et là je parle comme un vieux, mais c'est les premiers Harry Potter qui sortaient, Le Seigneur des Anneaux en film, enfin je lisais énormément, et j'avais une collection de Playmobil. J'ai pris la caméra de mon père, j'ai commencé à filmer mes Playmobil, ensuite j'ai commencé à filmer mes potes. Donc c'était à quel âge ça? Les Playmobil, ça devait être à partir de 10-11 ans. J'avais mon père qui avait une caméra H8, ouais. Les petites caméras de souvenirs c'était des Handycam, Sony, des trucs comme ça, ouais. Encore analogiques, donc très galère. Pour faire du montage derrière, moi je montais sur magnétoscope. Tu balances dans le magnétoscope, tu appuies sur REC, ça met 2 secondes avant de se lancer et tout. J'ai essayé de faire du stop motion comme ça en Playmobil, sauf que stop motion avec un magnétoscope qui met 2 secondes à démarrer, c'est une tannée. Ouais. Donc tu voyais les mouvements qui faisaient comme ça, et puis par moments tu sentais que j'en avais marre, et on voyait ma main qui prenait le personnage et qui le déplaçait. En fait c'était plus l'envie de raconter des histoires. J'ai commencé en écrivant, j'avais écrit une trilogie, enfin des petits livres comme ça. Au début, c'était raconter des histoires, et ensuite, j'ai une caméra, mais les histoires que je raconte, je pourrais les passer en images, et ensuite, j'ai des potes, on pourrait faire des trucs. Tu avais fait une vidéo avec Ludovic, ouais. Une parodie, c'est ça? Enfin, Moi, Ludo, on se connaît depuis la maternelle. Ouais. Parce que, alors on a 1 an de différence, mais comme on s'appelle tous les deux Ludovic, on se connaissait. Et on a fait même maternelle, primaire, collège, etc. Et on a vraiment été en contact à partir du collège, et on a commencé à faire des vidéos fin du collège. Et du coup, en effet, on a commencé à faire des vidéos. On avait fait une parodie de Coxy, d'un clip qui s'appelle Gare au con. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge. Un mec me dit: Eh madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi. Il me dit: Madame, qu'est-ce que t'es bonne? Tu veux pas me faire une gâterie? Je lui dis: Toi t'as besoin d'amour, ça se voit, allez viens là. Fais un bisou à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la série, ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Je crois que Gare au con, il a dû faire 8 millions de vues. On ne savait pas encore qu'on pouvait en vivre ou qu'on pouvait devenir connu. Donc c'était vraiment... pour s'amuser quoi. Ouais, pour s'amuser. Moi je faisais des vidéos pour faire marrer mes potes. Après à côté je me disais j'aimerais bien en faire un métier, mais ça va être difficile. Et puis après ça a pris de l'ampleur et ça a créé des métiers, et c'est trop bien. Parce que toi dans ta logique de carrière,
Donc tu t'es dit j'ai envie d'en faire mon métier, mais bon, tu faisais des trucs, tu savais pas que tu allais pouvoir en vivre. Est-ce que tu as tenté une école de ciné? Moi j'avais un truc, c'était en mode, en plus j'ai une mère qui est prof, donc c'était vraiment ok, faut l'école. Alors que j'ai pas du mal avec l'école, mais j'ai du mal avec, quand on me dit quoi faire, j'aime bien faire les choses moi-même. J'avais un business plan sur 5 ans qui était de faire un BTS audiovisuel de 2 ans, parce que c'est BTS audiovisuel, c'est sur 2 ans, tu peux prendre option image, c'est pour apprendre plus à être électro-cadreur, tu as option montage, prod, son. Et ensuite, parce que dans le but de rejoindre soit Louis Lumière, soit la Fémis. Parce qu'en gros, ce qu'on m'avait expliqué, j'avais essayé de contacter des gens, j'ai personne dans le milieu, mais j'avais réussi à aller sur des tournages et à poser les questions. On m'avait expliqué, voilà, les écoles, en fait, tout le monde s'en fout de savoir quelle école tu as fait. Tu vas pas voir un producteur en disant j'ai fait l'ESRA, l'ECAR, ces écoles, parce que les gens soit ne connaissent pas, soit s'en foutent. Il y a seulement, à l'époque en tout cas, 2 écoles qui tiquent un peu, c'est Louis Lumière et la Fémis, parce que c'est 2 écoles très connues dans le milieu. Sauf que ces écoles-là, tu pouvais y accéder qu'avec un bac+2. C'est un non-sens, mais pourquoi pas. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ces 2 ans-là, je vais faire un BTS audiovisuel pour préparer le concours de Louis Lumière et la Fémis. Il s'est avéré qu'entre-temps, comme je faisais en parallèle, et c'est ce que je conseille à un maximum, c'est de faire des choses en parallèle, pas se contenter de l'école. Comme entre-temps, parce que moi, Garocon, typiquement, c'est juste après le bac. Et bien, du coup, comme je faisais déjà des vidéos à côté, ça commençait déjà à marcher à côté, donc j'ai commencé un BTS audiovisuel à l'écart. Ah, donc tu en as quand même commencé? J'ai commencé, ouais, mais que j'ai vite abandonné, ou en tout cas j'ai passé le BTS histoire de rassurer les parents. Que tu as eu? Que j'ai eu, ouais. Mais il m'a servi à pas grand chose. Il y en a beaucoup qui me demandent ou qui demandent à d'autres en mode ok, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et en vrai, il n'y a pas de formule magique, parce que moi je suis en train de dire que j'ai abandonné mon BTS, mais c'est pas un conseil que je donne. Tout comme il y en a qui, parmi les gars, enfin Ludo typiquement, qui réalise aussi, Ludovic, il n'a pas fait de BTS audiovisuel, et pourtant il est extrêmement bon. Donc il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de formule, etc. Moi, mon truc, c'est qu'en effet, j'ai commencé un BTS audiovisuel, je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin et que ça marchait déjà à côté. Pareil pour Louis Lumière et la Fémis. Ça marchait déjà, je me suis dit à quoi bon continuer une école si ça marche déjà, et j'apprendrai plus sur le terrain que dans une école, malheureusement. Moi, j'ai fait le BTS audiovisuel pour me dire, au moins, si je ne peux pas être réalisateur, je peux être cadreur ou électro ou chef-op, parce qu'il faut quand même avoir un plan B. Quand tu veux être réalisateur ou quand tu veux faire un métier dans ce sens-là, ça y va par étapes. Et je m'étais dit, au moins, je pourrais commencer en tant que stagiaire sur la partie image, quoi. Mais après, en vrai, ce qui marche, ou en tout cas les producteurs, ce qui plaît, ou les clients, etc., c'est ce que tu fais. Et moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai fait des vidéos sur Internet qui ont plu. J'ai fait le clip de Garocon, il a tourné, j'ai fait d'autres clips et tout. Il y a Universal qui m'a repéré, et du coup, j'ai pu commencer à faire des clips avec Universal, ensuite avec Sony, pareil en télé, etc. À aucun moment, j'ai eu besoin de dire que j'avais fait un BTS audio, enfin que j'avais mon BTS, tout le monde s'en fout. C'est juste, ça te donne un bagage technique si tu ne peux pas faire que de la réalisation. Et même moi, quand je reçois des CV pour des stages ou pour travailler avec des gens, je me fiche de savoir dans quelle école, c'est plus de savoir qu'est-ce que concrètement la personne a fait, en fait. Et je pense que c'est pour ça que le plus important, c'est faire une école pour avoir un bagage technique, et aussi pour rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Ça, c'est vrai que c'est important. Mais à côté, enfin, faut pas se contenter que de ça, faut faire des trucs à côté un maximum. Moi, c'est comme ça que ça a marché en tout cas. Depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, donc tu as fait des vidéos pour YouTube, pour des grands youtubeurs, etc. Tu as aussi bossé pour une série sur Amazon, c'est ça? Ouais, en fait, mes premières vidéos après le bac ça m'a permis de rencontrer des premiers clients et aussi des premiers producteurs. Et en fait, je me suis associé, j'ai monté ma boîte très vite, parce que je m'étais dit, en tant que réal, c'est important d'avoir sa boîte ou d'avoir des gens qui savent gérer l'administratif, etc. Parce que la négo, tous ces trucs-là, c'est un truc... Quand tu veux faire un métier artistique, il faut s'en éloigner le plus possible. L'idée, c'était de faire du chiffre d'affaires je faisais beaucoup de clips, beaucoup de télé aussi. J'avais réalisé des bandes annonces pour Danser avec les stars, pour The Voice, des magnétos, des portraits pour Secret Story, plein de trucs comme ça, qui permettaient d'avoir un peu de marge pour financer les projets plus perso. Et ça, j'ai fait ça longtemps. Et après, je suis revenu un peu sur YouTube, notamment avec le Studio Bagel quand on l'a créé, parce qu'il y avait ce côté où j'avais cette sensation, c'est pas le cas forcément pour tout le monde, mais en clip, j'avais la sensation de tourner un peu en rond à chaque fois. Tu avais ce truc où ça partait d'une bonne idée, et puis tout d'un coup, tu as la maison de disque qui va te faire un retour, tu as l'artiste qui va te faire un retour, tu as la copine de l'artiste, tu as le manager de l'artiste, et tu te retrouves au final avec un truc qui te plaît pas trop. Après, ça fait partie du jeu au début et c'est super formateur. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, au bout de 3-4 ans, je me disais, si je continue comme ça, je vais juste m'enfermer à être réal de clip ou réal de trucs en télé. Je me disais, moi, mon truc, c'est la fiction. Ouais. Comment je peux faire de la fiction aujourd'hui? Il n'y avait que le cinéma, il n'y avait même pas Netflix.
ou YouTube. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, il y a l'opportunité. On peut commencer à gagner sa vie sur. Enfin, gagner sa vie, avoir du budget sur YouTube. Donc toi, tu as été là au moment de la création du studio Bagel. Ouais. Tu faisais partie de l'équipe de base, quoi. Ouais, en fait, c'était justement ma boîte qui faisait la production. Je réalisais tous les sketchs, en tout cas en saison 1. À partir de la saison 2, je me suis entouré pour retrouver une petite vie sociale quand même, parce que c'était violent. Ça devait être intense. Ouais, c'était trop cool, mais aussi violent. Je dormais sur le canapé du Bagel la plupart des samedis soirs, parce qu'on diffusait les vidéos le dimanche. Enfin, c'était assez fou, mais trop bien, aucun regret. Et du coup, en effet, je réalisais, et j'étais aussi directeur artistique, donc typiquement le nom Studio Bagel, c'est un truc que j'ai proposé avec Axel Malivernet, qui était le directeur d'écriture. J'ai dessiné le logo, on a essayé de trouver avec tous les talents, tous les comédiens, quel pouvait être le bon rythme, sur quoi on pouvait partir, quel pouvait être aussi le challenge et l'ambition, parce que l'idée c'était pas de faire quelque chose que les gars pouvaient faire sur leur chaîne, parce qu'ils avaient tous des chaînes. L'idée c'était de pouvoir leur dire, toutes les idées que vous avez eues, que vous vous êtes pas senti de faire, parce que vous pensiez ne pas avoir le budget ou pas les compétences, on le fait au Studio Bagel. Donc c'était plus des courts-métrages, des petits trucs un peu fous, des trucs un peu plus ambitieux en prod. Et donc ça, c'était mon travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton taf de réal, que ce soit pour le Studio Bagel ou pour d'autres productions. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors j'imagine que ça peut varier, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pendant ta journée, du matin au soir? Alors, j'ai pas de... C'est ce que je trouve trop bien avec ce métier, c'est que j'ai pas de routine. Tu as des moments où tu vas te lever très très tôt, à 6h, 5h du mat pour aller en tournage. Et il y a des moments où tu vas te coucher très très tard parce que tu es en montage, tu es en écriture, tu es inspiré ou ce genre de trucs. On va dire qu'avant, c'était qu'un seul côté, c'était de la commande, c'est-à-dire que je recevais un script, soit c'était une pub, soit c'était un sketch, soit c'était un clip et tout, et c'était plus, ok, comment je le mets en image. Et plus ça va, et plus j'essaie d'aller là-dessus, plus c'est moi qui vais proposer les histoires. Je vais essayer d'écrire les trucs et les mettre moi-même en image. Donc moi, le boulot du réalisateur, globalement, c'est le chef d'orchestre, c'est le réal, il reçoit un script, et il va définir, il va dire, ok, je voudrais que ce soit tel décor, telle lumière, telle musique, tel acteur, etc. C'est le chef d'orchestre sur un tournage, il va dire ok, place-toi là, le cadre il est là, etc. qui met en scène, il va essayer de diriger les acteurs, etc. C'est globalement ça. Le réal, il est considéré comme un technicien et un artiste. Ouais. Donc tu as une partie technicien parce que du coup, tu es en contact avec tous les chefs de poste, avec le directeur photo, l'ingé son, etc. Et donc tu as une partie technique parce que du coup, il faut savoir un peu quand même techniquement comment tu peux faire tes plans, tes découpages et tout. Et tu as une partie artistique pour avoir une vision en fait. Le réal, c'est quelqu'un qui lit un texte et qui va le visualiser et qui va essayer de le mettre en image. Et tous les réals ont une vision différente. Et c'est comme ça que ça marche. Mais ouais, c'est très difficile à expliquer. C'est plus, je mets en image une histoire. Tu arrives 1 heure, 2 heures avant ce qu'on appelle le PAT, c'est le prêt à tourner, c'est le moment où tout le monde est prêt pour lancer. Et puis tu te poses et tu dis, ok, la première scène c'est ça, on place la caméra ici. Il y a ton chef-op qui va faire la lumière, tu as l'ingé son qui va équiper les comédiens. Pendant que tout ça se prépare, tu vas voir les comédiens et tu leur expliques la scène, le personnage, comment tu le visualises, etc. Tu peux faire des répétitions aussi avec eux, pendant que ça continue à se préparer. Comme ça, tu répètes des choses, tu testes des trucs. Le tournage, c'est la phase la pire pour un réal, en tout cas pour moi. Parce qu'en prépa, tu as 3 phases. Tu as prépa, enfin tu connais, mais tu as prépa, tournage et montage, on va dire. Et la prépa, c'est la partie où tu visualises le truc et tout est trop bien. Parce que tout va trop bien se passer. C'est idéal, quoi. C'est idéal, tu as ton décor, tout va bien se passer. Et le montage, c'est ok, tout est tourné, maintenant on peut aujourd'hui tout faire parce que technologiquement, enfin tous les logiciels et tout, tu peux mettre des effets spéciaux partout, c'est pratique. Le tournage, t'as que des imprévus. T'arrives, la météo, c'est pas la bonne, le rayon du soleil finalement il est là, t'as ton comédien qui est un peu en retard ou qui connaît pas son texte, t'as une galère t'es tout le temps dans l'imprévu. Le tournage, c'est vraiment la partie la plus peut-être stressante parce que en fait, tu contrôles moins. Et c'est là où le fait de savoir monter est pratique parce que du coup, quand tu commences à être dans le rush et au bout d'un moment, ta journée elle s'arrête. Quand il te reste 5 plans à tourner mais que tu pourras en faire que 3, tu sais quels sont les 2 que tu peux couper. Donc moi, c'est un conseil que je donne, c'est que si vous voulez réaliser, apprenez à monter aussi parce que du coup, dans ce genre de rush, tu sais exactement ce que tu peux te permettre d'enlever, ce que tu peux pas. Parce qu'il y a l'ancienne école, les réalisateurs ne montaient pas forcément. Et du coup, je ne sais pas comment ils faisaient, mais c'est qu'ils ne savaient pas quel plan ils pouvaient faire sauter ou quel plan ils pouvaient changer. Et nous, on visualise très vite ce qu'on peut changer. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas par exemple chez les vidéastes débutants, le tournage c'est vu comme le truc créatif génial et le montage c'est la corvée, c'est chiant. Mais en fait, il faut... franchement, le tournage c'est aussi très cool, mais tu as beaucoup plus d'imprévus et tu dois faire avec beaucoup de... Ouais, en fait, c'est aussi une phase créative le montage, tout autant que le tournage, quoi. Tu peux complètement, tu peux sauver un tournage chaotique en montage, tout comme tu peux niquer complètement ton histoire au montage.
Le montage, ça peut être à la fois une renaissance de ton truc, tout comme tu peux tout casser. C'est-à-dire que si tu as la mauvaise intention musicale, si tu as le mauvais découpage, le mauvais cut, le mauvais timing au mauvais moment, ça casse complètement ce que tu as écrit, ce que tu as tourné. Et aussi, tu peux aussi bidouiller des trucs où ce plan-là, il n'était pas prévu pour ça, mais finalement, si tu le places ici avec son mouvement, on peut croire. Quelquefois, moi, il m'est arrivé j'avais pas la bonne réaction parce que j'ai soit oublié, soit j'ai pas réussi à la faire sur le moment. Mais je vais choper un plan qui est avant le clap, où tu avais le comédien qui a un regard, qui regarde ailleurs et tout, et je me dis, ah bah voilà, ça je le prends et peut-être que ça va m'aider à sauver ça, etc. Ce qui est trop cool, c'est en mode, ok, j'ai tout là, donc maintenant, testons 1000 trucs. En tournage, tu peux pas forcément faire ça. Tu as ce qu'on appelle le minutage utile. Et donc typiquement, par exemple en cinéma, on se dit que c'est entre 2 et 4 minutes utiles par jour, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu as 2 et 4 minutes. C'est pas des minutes après le clap, c'est utilisable en montage. Et donc en cinéma, 2 à 4 minutes, voire 2 minutes souvent. 2 minutes en une journée, ça va, tu as le temps de prendre les trucs. En web, quelquefois, tu fais du 6, 8 minutes, 10 minutes utiles. Et du coup, tu speed parce que, en fait, plutôt que d'avoir, comme en config cinéma, 2 semaines pour tourner quelques séquences, t'as que 2 jours et du coup tu dois speeder et du coup c'est là où ça peut être frustrant parce que du coup t'as pas le temps de tester les choses. Donc tu répètes avant, tu écris avant, tu parles avec tes acteurs et tes auteurs avant, tu essaies d'anticiper au maximum. Toi tu dis que tu montes maintenant tes films. Alors je me suis entouré de monteurs, mais parce que c'est bien d'avoir la vision de quelqu'un d'autre. Donc moi j'aime bien, j'ai des monteurs qui sont trop bien parce qu'ils me connaissent et surtout j'ai plus trop besoin de les briefer. Et surtout maintenant j'essaie de ne pas trop les briefer. C'est-à-dire qu'ils connaissent le scénario, ils connaissent mon découpage et ils vont me proposer leur vision. Et moi après, si c'est cool, bah c'est cool. Et sinon je repasse dessus, je refais mes petits trucs. Mais j'essaie maintenant de m'entourer. Il y a certains trucs, quand je l'ai trop en tête, quand c'est vraiment à la milliseconde près, je le monte moi-même. Mais j'essaie maintenant d'avoir des monteurs avec moi parce que, ça me permet de respirer un peu, retrouver une vie sociale, etc. Et aussi d'avoir une vision différente. Tu travailles sur quel logiciel en général? Moi j'avais commencé sur Windows Movie Maker, ensuite j'ai fait du Premiere, ensuite je suis allé sur Final parce que j'étais Mac et je suis revenu sur Premiere. Donc là en ce moment je suis Premiere Pro parce que Final Cut 7 était cool, mais le problème c'est qu'au moment de la mise à jour c'est devenu un truc un peu, j'avais du mal. Ouais, un peu grand public, enfin un mix. Et Premiere, en fait ce qui me plaît avec Premiere c'est que comme je fais beaucoup, je fais aussi des effets spéciaux sur du Photoshop et tout est lié en fait. Donc tu passes de Premiere, en fait avant qu'il y ait des liens entre les logiciels, il fallait exporter, enfin tout était compressé, tu perdais de la qualité, etc. Là je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est trop bien. Tu passes de l'un à l'autre. Pour moi le montage, c'est juste, tu mets des plans et tu fais un cut en fait. Et après... c'est avant tout un processus créatif que technique, de toute façon. Oui, c'est ça. Bah, moi, c'est ce que je dis, c'est que Premiere, en fait, c'est à la fois utilisé pour monter un vlog sur YouTube, comme ça peut être utilisé pour monter un long métrage au cinéma. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent la pression en mode, si je monte pas sur Premiere ou Final Cut, je vais faire un truc nul. En vrai, tu peux faire des trucs avec iMovie, avec Windows Movie Maker, je pense que ça n'existe plus entre-temps. Mais... Toi, à l'époque, tu montais tes films sur Magneto. Exactement, et tu peux monter sur un iPhone maintenant. C'est vrai que je montre par là parce qu'il y a mon iPhone qui est là, mais personne ne voit. Mais oui, tu peux monter sur un téléphone et tout. Enfin, c'est juste... En fait, quand tu regardes une vidéo, tu sais pas avec quel logiciel c'est monté. Mais tout comme, moi j'ai la même réaction sur les gens qui disent avec quelle caméra t'as tourné, avec quel objectif t'as tourné, le spectateur il ne voit pas ça, donc il s'en fout en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est plus le résultat qui importe, peu importe la manière de faire. Si tu avais deux références ciné à citer, et pourquoi en termes de réalisation? Moi j'aime alors je regarde de tout, mais j'aime 2 types de films. Ça va être soit de la comédie d'action, un peu ce que peut faire Edgar Wright avec c'est les Shaun of the Dead, les Hot Fuzz, plus récemment les Baby, etc. Ou tu as même Matthew Vaughn qui est Kingsman, Kick-Ass, etc. Même Guy Ritchie, les plus anciens, les Snatch, etc. Donc comédie d'action, ça je kiffe. Quand une réalisation très marquée, avec des effets qui sert la comédie, etc. Edgar Wright, c'est trop intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, j'adore aussi le côté un peu plus mindfuck, anticipation d'un David Fincher ou d'un Christopher Nolan, avec une esthétique très travaillée, et un truc qui te fait un peu... qui te retourne un peu le cerveau. Mais après, là, j'ai cité que des réalisateurs américains, mais t'as aussi... Moi, j'adorais aussi le travail de Jean-Pierre Jeunet sur les Amélie Poulain, Long Dimanche de fiançailles, etc. Même les Delicatessen, les premiers, etc. C'est très travaillé dans le style. Yann Kounen aussi, trop intéressant, les 99 francs et tout, enfin, visuellement c'est fou. T'as aussi Rémi Besançon aussi que j'adore dans sa narration, le premier jour du reste de ta vie, etc. C'est fou. Après, j'aime aussi les fresques, les Scorsese ou les Spielberg qui t'emmènent
où tu vois un personnage qui a une grosse montée avec une grosse descente et tout. J'aime de tout, mais globalement, oui, si je devais citer peut-être 2-3, je dirais ouais, Edgar Wright que j'adore, Fincher. Ouais, je dirais un mix entre David Fincher et Edgar Wright. Ok. Et en termes de séries télé, pareil, si tu devais citer de références? Cette année, si je devais en conseiller 3, je dirais qu'il y a Morning Show qui m'a bien retourné, qui est disponible sur l'Apple TV. D'accord. Je sais plus comment ils appellent ça, Apple TV+, ou je sais pas quoi, Ouais, qui est vachement bien avec Jennifer Aniston et Steve Carell. Sur l'après-MeToo qui est trop intéressant. Il y a Euphoria qui est incroyable en réal, en musique, en lumière, etc. Ouais. Et Succession aussi qui est vachement bien. Et je vais essayer de citer des séries françaises quand même. Ouais. La Flamme qui m'a fait mourir de rire. Ouais, d'accord. Ok. Hippocrate, je me suis mis à Hippocrate. Ils m'ont eu là, enfin ils ont eu toutes les affiches sur la saison 2, je me suis dit ok, faut que je regarde la saison 1 et c'est trop bien. C'est réalisé par un médecin en plus, donc c'est ultra réaliste. C'est un médecin, d'accord. Ouais. Ah ouais. Et du coup, tu t'en prends plein la gueule et tu comprends un peu la situation actuelle aussi dans les hôpitaux où tu te rends compte qu'ils ont vraiment pas de moyens et c'est fou. Et moi, je le regardais, j'étais vénère à chaque fin d'épisode en mode comment on peut laisser passer ça. Alors maintenant, j'ai quelques questions que des abonnés m'ont demandé, m'ont posées. Déjà, quand reviennent les vidéos sur ta chaîne, les bidouilles de Ludoc? Alors j'ai réussi, je m'étais chauffé en mode j'avais tout un planning qui tenait sur 1 an. Avec une vidéo par semaine, et en fait au bout d'un moment, au début j'ai réalisé la saison 2 de True Story, qui est une série que j'ai réalisée sur Amazon, et en fait je pensais avoir assez d'avance pour avoir le temps, et en fait ça m'a pris trop de temps, donc là je suis en énorme pause, mais je vais les reprendre dans pas longtemps, et surtout pouvoir faire des petits courts-métrages, des petits trucs que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'avais pas vraiment d'endroit où les faire, ou alors si je les faisais c'était sur les chaînes des autres copains, et du coup tu perds un peu le Final Cut parce que ça reste la chaîne des copains. J'essaye aussi quand je peux, c'est difficile avec certains tournages comme Amazon ou là le PSG, je vais essayer de le faire quand même pour le PSG, mais c'est d'expliquer comment j'ai réalisé une pub pour le PSG, etc. Ouais. Parce que je trouve ça cool en fait enfin moi si j'avais débuté, je trouve ça intéressant d'avoir des tutos, mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir un truc, un cas concret quoi. Un cas concret, voilà, en mode ok, comment cette pub pour le PSG a été réalisée, expliquer toutes les contraintes, toutes les galères et tout, parce que tout n'est pas facile, t'as beau travailler avec plus de budget, c'est pas pour autant plus facile. J'ai une autre question d'un abonné qui demande comment commencer les vidéos avec très peu de budget. Comment filmer, en fait, prendre le premier truc qui filme. Moi à l'époque j'avais pas de téléphone, sinon j'aurais commencé avec un téléphone. Moi les premiers trucs que je faisais c'était je reproduisais ce que je voyais, j'étais fan de Matrix donc je recréais des effets à la Matrix, des faux bullet time, des trucs à la Star Wars, des conneries comme ça. Où je prenais la caméra H8 de mon père et je filmais mes potes, des courses-poursuites, le voleur, le policier, là je parle c'est quand j'avais 11-12 ans donc c'était des trucs cons mais en fait c'est plus, faut faire petit à petit et aussi faut pas se mettre la pression en mode je vais forcément faire de la merde parce que oui on va faire de la merde. En fait les premiers trucs que tu fais c'est forcément nul, c'est horrible ce que je dis mais quand tu commences tu visualises un truc qui va être fou et en tournage t'as que des galères et finalement le truc est pas ouf mais tous les premiers trucs que tu fais sont brouillons et c'est normal et au fur et à mesure tu apprends et tu évolues. Moi c'est ce que je dis beaucoup, c'est ne pas attendre qu'on vienne te chercher. C'est pas un métier où on va te croiser dans la rue, on va te dire hey, tu veux tourner pour PSG, Amazon, je sais pas quoi. C'est plus tourne un maximum, fais un maximum de trucs différents styles. Si tu as des potes qui ont fait une musique, fais leur clip, ou sinon prends une musique que tu aimes bien et entraîne-toi à faire un clip. Fais une petite histoire de 2 minutes comme ça, amuse-toi, teste un maximum de trucs en fait. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte de ce que tu aimes, de là où tu es fort, là ce que tu peux améliorer, etc. Mais au début, ça va être nul, mais c'est normal. Voilà. Faut pas se dire ah putain c'est nul ce que j'ai fait, je suis pas fait pour ce métier. Quelquefois c'est le cas, et quelquefois c'est pas le cas, et il faut juste avancer et tout. Ouais, donc il faut pas attendre d'avoir la caméra ou le truc, ça sert à rien. Il faut surtout pas... Non, moi j'en ai trop qui me disent ah mais j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon objectif et tout. En fait, ce qui importe, c'est l'histoire, surtout. C'est pas le matos. C'est-à-dire que si tu es embarqué dans l'histoire, si ton plan il est un peu flou, que ton son il est pas parfait, ou que ça tremble un peu, le spectateur il est dedans. L'exemple typique, c'est un gars comme Willem. Ses premières vidéos, c'était tourné à l'iPhone sur son Facebook. Et ça a complètement cartonné parce que tu avais des images qui étaient un peu cramées, tu avais du son qui n'était pas parfait de l'iPhone et tout, mais les histoires elles sont tellement prenantes que tu regardes et que tu kiffes. L'excuse de la caméra, c'est plus une excuse. Donc c'est plus... peu importe, et au fur et à mesure tu vas t'améliorer. Et puis même, ça sert à rien d'avoir une caméra avec un objectif de ouf si tu sais pas au début l'utiliser. Ouais. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir une Ferrari si tu peux rouler juste sur un parking ou des conneries comme ça. Enfin, ce qui fait le propre du réalisateur, c'est pas forcément sa technique, c'est sa façon de raconter une histoire. Et ça, t'as pas besoin d'avoir une caméra RED avec du matos à 100 000 euros, 200 000 euros. Raconter une histoire, tout le monde peut le faire. Tu peux raconter par la voix, par la vidéo, par l'écrit, peu importe.
C'est ça qui fait la différence. Tiens, d'ailleurs, on parlait d'erreur, je me rends compte que j'ai oublié d'allumer les lumières du décor. Tu vois? Donc, Joli. donc on va recommencer dès le début l'interview si Tu vas ça avoir te un va. petit faux raccord. Mais non, mais du coup c'est pas grave, je les mets quand même pour la fin. Mais, Non, mais donc, en l'occurrence, même avant ou sans, ça reste très joli. oui, oui, voilà, mais bon, en tout cas ça montre que... Le plus important, c'est le fond et après la forme. Voilà, exactement. Prochaine question d'un autre abonné qui demande comment trouver son identité en réalisation. Il n'y a jamais de... Enfin, en tout cas pour moi, j'ai jamais eu des clics, ça s'est fait petit à petit. Donc moi, j'ai réalisé au début, comme je te disais, des clips, des pubs, des parodies, des conneries comme ça et tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que je préférais faire ce type de choses plutôt que ce type de choses. Et j'ai commencé à être meilleur là-dedans que là-dedans, et etc., etc. Donc j'ai pas de réponse à ça. J'ai l'impression un peu que la réponse à ça, ça pourrait être en fait, fais ce qui te plaît, Ouais. ce qui te plaît toi, et du coup ça plaira à En vrai, ouais, ça c'est le tu- plus important, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui font des choses parce que ça marche, surtout sur YouTube en fait. Et c'est pour ça que moi je disais au début, quand nous on faisait des vidéos, on savait pas qu'on pouvait être connu et tout. Il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des vidéos sur YouTube Comme s'il y avait une recette. parce qu'ils se disaient, ah comme ça je vais être riche, je vais être connu. Il y en a aussi beaucoup qui l'ont fait parce qu'ils étaient passionnés, ça c'est trop bien, mais il y en a beaucoup, et puis aussi il y en a beaucoup qui se lancent en se disant, ça marche donc il faut le faire, mais le principe d'une tendance, c'est qu'au bout d'un moment ça s'arrête, et du coup si tu surfes sur une tendance et qu'elle s'arrête, t'es comme un con, donc c'est plus, fais un truc qui te plaît, ça va se ressentir. C'est des grandes phrases, hein, mais franchement c'est vrai. Fais un truc qui te plaît et que tu as envie de voir toi-même, plutôt qu'un truc que d'autres font et qui marche en fait. Autre question d'un abonné, est-ce que tu prends des stagiaires en montage vidéo Alors je reçois souvent malheureusement cette question, mais moi en fait comme je suis réalisateur, j'ai ma boîte de prod, mais c'est plus compliqué. Moi je peux pas recevoir des gens chez moi. Moi ma réponse à ça c'est que je fais des tutos et j'ai fait un livre pour essayer d'expliquer comme ça, parce que je peux pas avoir des gens avec moi, Ouais, d'accord. malheureusement. Donc conclusion, pour conclure cette interview, un message au Ludoc de 10 ans qui veut faire de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Lance-toi en fait. Encore une fois, attends pas qu'on vienne te chercher. Teste des trucs, fais des erreurs, fais un truc qui t'amuse. Et puis voilà, et puis au début ça va être pas bien, mais tu vas la montrer à 2-3 personnes de ta famille, ils vont bien aimer, à 2-3 potes, sur les 2-3 potes il y en a un qui va aimer, et ensuite tu vas faire un autre truc et tout. Enfin, c'est un truc aussi, c'est avoir du recul sur ce que tu fais et te rendre compte quand ça marche pas, parce que ce qu'on voit souvent, moi c'est ce que je vois beaucoup dans les Césars, les Oscars, les trucs où il y a des récompenses et tout, où tu vois des gens qui disent croyez en vos rêves, continuez si vous pensez aller au bout, etc. Alors c'est totalement vrai, mais le problème c'est que tu entends souvent ce discours de gens qui ont réussi, tu n'entends pas 99% des gens qui n'ont pas réussi, et du coup, quelquefois il y a des personnes qui n'ont pas forcément le recul et qui se disent non, mais si je crois en mes rêves, ça va marcher. Et en vérité, ce métier, tu as une part de talent, tu as une part de contact, tu as une part de chance, tu as une part de boulot, etc. Il faut charbonner un maximum, et il faut aussi avoir du recul pour que quand les moments où ça marche pas, ne pas être aveuglé et arriver à se dire bon, ça marche pas, faut que je pense à faire autrement en fait. Quand j'ai quitté Canal+, fin 2015, et par la même occasion un peu le studio Bagel, parce qu'on avait tous un peu des envies différentes, on était tous un peu en train de partir, je me suis retrouvé dans une période un peu plus compliquée en 2016 où tout d'un coup, tout était moins facile, parce qu'au Bagel, tu avais une idée, tu réalisais un truc, tu avais une idée le lundi, tu l'écrivais le mardi avec tes potes, tu réalisais le jeudi, tu faisais le samedi, c'était trop bien. Et forcément, quand tu quittes un peu ce système, tu te retrouves un peu face à toi-même et tout. Et en vrai, c'est une phase qui, sur le moment, pas agréable, mais c'est plein de remises en question et t'en sors grandi. Bon, bah merci Ludoc pour cette interview. Donc on retrouve tes vidéos sur ta chaîne, que je mets le lien en description, le livre qui est toujours disponible, et puis bah, si ce format vous a plu, mettez-le en commentaire, et j'inviterai d'autres personnes prochainement. Merci. Merci à toi, c'était trop cool.